Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères en visite dans les nouveaux locaux de la délégation générale du pèlerinage à la Mecque. Mankeur Ndiaye a procédé au lancement des inscriptions qui prendront fin le 28 juillet prochain. Flynas est la compagnie aérienne qui conduira les pèlerins en Arabie Saoudite. Adoption du code de la presse par le gouvernement mercredi dernier. Les professionnels de l'information veulent revoir le texte avant son passage devant l'Assemblée nationale. Ce vendredi, la coordination des associations de presse a tenu une conférence. Retour là-dessus dans cette édition. Retour de plus de 300 Sénégalais installés en Libye. L'Organisation mondiale de l'immigration a affrété un avion pour rapatrier plus de 170 immigrés sénégalais. Ils sont arrivés à Dakar hier jeudi. Un deuxième vol est prévu dans les jours à venir. À presque une semaine du début du Ramadan, une hausse du prix du poisson est notée dans plusieurs marchés de la capitale. C'est le cas au marché Castor. D'après les commerçants, les mareyeurs ont décidé d'augmenter le prix de leurs marchandises. Nous verrons ça dans cette édition. Voilà les titres. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Pèlerinage à la Mecque. Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères a visité les nouveaux locaux de la délégation générale du pèlerinage. Mankeur Ndiaye a annoncé que les inscriptions se prendront fin le 28 juillet 2017. Les pèlerins voyageront avec la compagnie aérienne d'Arabie Saoudite Flynas. Le premier vol décollera de Dakar le 14 août prochain. Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a tenu à s'enquérir de l'état d'avancement des inscriptions au lieu saint de l'islam. Venu visiter les nouveaux locaux de la délégation générale au pèlerinage, il se réjouit des innovations. Convivial, où toutes les conditions sont réunies pour que les inscriptions se déroulent dans d'excellentes conditions de sécurité. Vous avez la présence ici de la police en permanence et la présence des sapeurs-pompiers. C'est extrêmement important que les opérations se déroulent dans des conditions de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à préciser que cette année, l'État compte continuer le processus de privatisation et seuls 1000 pèlerins seront convoyés par l'État. Le reste est réparti entre les voyagistes privés. L'État ne va pas entrer en concurrence avec le privé. Si le privé peut mieux faire que l'État, la volonté du président, c'est de concéder au privé ce que le privé peut mieux faire que l'État. L'État est là pour encadrer le privé, pour les accompagner les voyagistes privés qui sont au nombre de 285, mais qui cette année ont décidé volontairement de se retrouver en 50 entités. Ces inscriptions, Mankeur Ndiaye se veut précis. Au-delà du 28 juillet, les bureaux du pèlerinage seront fermés. Cette année, les privés vont convoyer 9500 pèlerins. C'est extrêmement important. Nous avons commencé les opérations d'inscription depuis le 18 mai et ces opérations vont être clôturées définitivement le 28 juillet. Et je tiens à le préciser, au-delà du 28 juillet, il n'y aura plus d'inscription et le bureau sera définitivement fermé. Donc ceux ou celles de nos compatriotes qui veulent effectuer le pèlerinage cette année doivent très rapidement venir commencer les opérations d'inscription. La compagnie Flynas va convoyer les pèlerins avec 18 vols à l'aller. Le premier vol décollera du Sénégal le 14 août. Le code de la presse adopté mercredi dernier par le gouvernement à l'occasion du Conseil des ministres, une décision qui survient après plusieurs années de tergiversation. Cependant, la coordination des associations de presse s'inquiète sur le contenu du code de la presse. Les professionnels de l'information ont déclaré vouloir revoir le projet avant son passage à l'Assemblée nationale. Fatou Kinedem et Ababakar Kamara. Le projet du Code de la presse a-t-il subi des modifications avant son adoption en Conseil des ministres? La coordination des associations de presse n'a pas eu l'occasion de revoir ce code déjà en procédure d'urgence pour son passage à l'Assemblée nationale. Nous réaffirmons encore une fois que nous ne connaissons pas le texte qui a été adopté en Conseil des ministres et que donc notre inquiétude pourrait porter sur des changements introduits à notre insu dans un projet de code qu'on voudrait présenter comme un projet de code consensuel.
La CAP est formelle. Le contenu du code sera revu avant son adoption par l'Assemblée nationale. Nous allons étudier le projet de code qui a été adopté en Conseil des ministres et nous allons livrer notre position. Nous ne pouvons pas, disons, accuser le président Macky Sall et le gouvernement de complot. Face aux journalistes, ces professionnels de l'information ont par ailleurs rappelé l'importance du fonds d'appui à la presse. Le crédit commercial bancaire est cher au Sénégal. Il n'est pas à moins de 12% pour les entreprises. En découvert, il est à 14%. Nous aurons une structure financière, donc ce fonds d'appui et de développement de la presse, qui permettra de financer le fonctionnement des entreprises de presse, qui permettra de financer la recherche-développement dans le secteur des médias. L'adoption du code de la presse en Conseil des ministres, un premier pas salué par les professionnels certes, mais des inquiétudes existent quant au respect du contenu. Le décret d'application, un autre souci. Et puis la coordination des associations de presse a profité de l'occasion pour dénoncer la composition du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Un décret concernant cet outil est sorti hier jeudi. Je vous propose d'écouter à ce propos Taladien, membre de la CAP. Il est au micro de Fatou Kinedem et Ababacar Camara. La Maison de la Presse, c'est un outil de travail pour la presse. Et si cet outil de travail-là ne répond plus aux critères de ces pensionnaires, ce n'est plus une maison de la presse, c'est ce que nous dénonçons. Le conseil d'administration tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un conseil d'administration d'un établissement public. Ça ne répond pas. Et donc nous disons qu'il faudrait que véritablement il n'y a que des journalistes, que l'État du Sénégal puisse revenir à la raison pour qu'on en fasse de la Maison de la Presse un véritable outil de travail pour la presse sénégalaise et pour la presse étrangère, afin qu'ensemble que nous puissions travailler pour ce pays et pour l'Afrique. À Saint-Louis, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur étale ses revendications. D'après les enseignants qui se sont réunis à l'université Gaston Berger, le gouvernement ne compte pas tenir ses promesses relatives à la question de la retraite. Les syndicalistes menacent et dégagent leurs responsabilités en cas de crise. Patrice Correa est le secrétaire général de la coordination 16 de l'université Gaston Berger. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Moitié de notre salaire actuel à la retraite. C'est un gros rétropédalage et c'est un dévoiement total de l'esprit avec lequel nous étions partis pour faire un bon compagnonnage et un bon partenariat entre gouvernement et partenaires sociaux ici SAES. Et c'est ça qui, encore une fois, nous met hors de nous-mêmes. Alors je voudrais juste rappeler que quand le SAES sort, c'est que c'est du sérieux. Parce que nous savons qui nous sommes, sans prétention, nous connaissons notre valeur, comme nous respectons la valeur des autres. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des hommes et des femmes de science, et nous savons ce que c'est qu'éduquer, nous savons ce que c'est que former. Entendre sur cette question-là et que cette question-là soit réglée. Nous sommes aujourd'hui heureux de constater qu'à l'université Gaston Berger, tout le monde, tous les militants SAES respectent les mots d'ordre relative justement à la question de la retraite, parce que c'est une question sérieuse. Je vous le disais en titre, conditions de vie difficiles. 171 Sénégalais ont été rapatriés de Libye. Ils sont arrivés à Dakar hier jeudi à bord d'un avion spécial affrété par l'Organisation mondiale de l'immigration. 180 autres Sénégalais toujours en Libye sont attendus dans les jours à venir. C'est ce qu'a annoncé le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Dissa Prera et Mardien. Ils sont 160 migrants qui se trouvaient dans des centres de rétention à Tripoli. Volontairement, ils ont demandé à être rapatriés au Sénégal après avoir vécu l'enfer en Libye. J'ai fait 3 mois de cela en prison. On m'a kidnappé chez moi. Seulement la fatigue, c'était très compliqué. C'était très compliqué là-bas parce que les prisons sont dures. Vous êtes torturé ? Tout à fait, nous sommes torturés. Et puis on ne mange qu'une miche de pain par jour. L'eau qu'on boit, c'est salé.
170 migrants rapatriés aujourd'hui, une centaine d'autres est attendue dans les prochains jours, indique le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de l'immigration, le Sénégal essaie de prendre en charge cette épineuse question. Donc quand on a une demande assez importante de compatriotes qui souhaitent rentrer, et avec le concours de l'OIM, nous les faisons revenir, c'est un ouf de soulagement à tout point de vue qu'on exprime. Donc c'est l'occasion vraiment de se féliciter encore de cette bonne collaboration avec l'OIM. Combien sont-ils? Le nombre, est-ce qu'il y a des mineurs et des femmes aussi? Il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de femmes. Dans le manifeste, il y a 170 qui sont arrivés et que certainement 180 qui sont attendus le 6 prochain. En plus des migrants acheminés à Dakar par avion, il y en a d'autres que l'OIM convoie par voie terrestre. Des centaines de ressortissants sénégalais croupissent toujours dans les géos libyens, nous indiquent les rapatriés. Presque une semaine après le début du mois de Ramadan, le prix du poisson connaît une hausse dans plusieurs marchés dakarois. D'après des commerçants rencontrés par la rédaction, les marieurs ont augmenté leur prix. Au marché Castor, plusieurs clients se plaignent de la situation. Réaction dans ce reportage, il est signé Pape Faraning et Younous Diatta. Rupture du jeûne, beaucoup de Sénégalais préfèrent manger le riz au poisson. Mais en cette période du mois béni de Ramadan, le poisson coûte cher. Au marché Castor, les étals ne sont pas bien approvisionnés. Au grand dam des clientes. Le poisson coûte très cher actuellement. On ne peut rien préparer avec. C'était moins cher avant le Ramadan. C'est vrai, les prix ont connu une hausse. La denrée est même introuvable sur le marché. Même pour nous vendeuses, c'est très difficile. Cette légère hausse des prix des poissons est due à beaucoup de facteurs, soutiennent les vendeuses. Le prix dépend du poisson que vous voulez. Par exemple, le poisson que j'ai là coûte 1000 francs. Parfois, nous vendons à perte. Les boîtes de poissons coûtent entre 50 000 et 60 000 francs CFA. C'est très cher. Nous ne savons pas ce qui se passe avec la mer, mais le poisson est devenu rare. Les prix ont donc connu une hausse. Mais n'empêche, les vendeuses de poissons y trouvent leur compte. Nous n'avons même pas de bénéfices. C'est très dur, mais on ne peut pas rester sans rien faire. On est obligé de travailler. Le poisson tant prisé par les Sénégalais, surtout celui de qualité, n'est pas accessible à toutes les bourses. Une situation difficile pour préparer un bon dogo pour les ménagères. Dans le sud du pays, direction la commune de Bambali, plus précisément dans le village de Frankunda-Boudier. Sur place, les populations dénoncent l'absence d'électricité, de forage, de réseaux téléphoniques et de postes de santé. Bakary Conté et Salah Samb, nos correspondants, ont rencontré les populations. Je vous propose de suivre leur reportage. Frankunda-Boudier, village situé dans la commune de Bambali, manque de tout. Pas d'électricité, pas de forage. Il n'y a pas d'électricité. Ça m'a choqué et qu'aujourd'hui même, on n'a même pas de la glace, on n'a même pas les réseaux internet, on n'a même pas la charge. Nos batteries sont vides. Je ne peux pas communiquer avec pour charger mon portable et qu'on me dit tu vas payer 200 francs. Je suis désolé. 200 francs par l'heure, ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher. Absence de poste de santé, difficile d'effectuer les évacuations sanitaires. On n'a pas d'eau. Nos bétails sont là. Ils ne boivent même pas. Ils ne boivent même pas au marigot parce que tout est sec. Donc qu'est-ce que nous on peut faire? On peut développer. Nos bétails sont en train de mourir. Il n'y a même pas case de santé. Il faut que je retourne jusqu'à Bambali ou aller jusqu'à Yessamine pour avoir un médicament de 100 francs. C'est des paracétamol que l'on donne. Mais monsieur le président, je dis, ou bien je peux dire le gouvernement, franchement, dites-toi que je vous dis qu'aujourd'hui il y a un problème dans la commune de Bambali. Il y a un problème dans le village de Frankunda. Les populations de cette partie du département de Sédhiou, située dans le Boudier, réclament aussi la construction de la route dénommée la boucle du Boudier, l'installation d'une antenne téléphonique, entre autres la construction des salles de classe. Passons à la politique avec les élections législatives. Je ne crois pas aux individualités mais aux équipes qui gagnent. C'est la réaction d'Abdoulaye Diouf Sarr suite à la nomination de la tête de liste départementale de Dakar. D'après le ministre de la Gouvernance locale, il s'agit avant tout de travailler pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar le 30 juillet prochain. Écoutons Abdoulaye Diouf Sarr, il est au micro d'Alassane Ba.
Je vous disais tantôt que j'ai suivi et je suis la presse comme vous. Je suis un scientifique. Bientôt, effectivement, on aura les listes définitives et chacun va apprécier. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, et ça, je crois que ce n'est pas une nouveauté quand on me suit, ce qui est important, c'est qu'une équipe qui gagne. Et quelle que soit la tête de liste, c'est l'équipe qui va gagner. Et moi, si je suis dans l'équipe, je jouerai le jeu qu'il faut pour que le chef de l'État ait une majorité écrasante à battre. Je ne crois pas aux individualités, je crois aux équipes. Et l'équipe va gagner. Et quel que soit le poste que les uns et les autres occuperont dans cette équipe, on se mettra tous en rang de bataille pour que l'équipe de Dakar gagne. Voilà, c'était Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale et maire de Yoff. Et puis le leader de l'Union pour le renouveau démocratique se prononce sur le choix du président Macky Sall de nommer le Premier ministre à la tête de la liste de Benno Bokk Yakaar pour les élections du 30 juillet prochain. Djibo Leyti Ka s'exprimait à Saly où il assistait à un atelier sur l'intercommunalité. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Charanta Diop. C'est une question de cohérence. C'est un gouvernement qui a jugé, qui a apprécié son bilan, qui met en œuvre la politique définie par le chef de l'État sénégalais actuellement Macky Sall. C'est normal que le peuple soit au front, monte au front pour défendre son bilan lui-même. Depuis chaque année, c'était comme ça, depuis Abdou Diouf. Après 2 fois, chef de file de notre campagne, en tant que PM. Habib Thiam pareil. Pourquoi pas lui? Ça me rassure maintenant. Je suis maintenant calmé. Quel qu'il soit, je ferai ta campagne, notre campagne commune. Je le soutiendrai fortement. J'ai une bonne chance. On reste avec les élections législatives. Le choix des têtes de liste se fait doucement connaître au sein des différentes coalitions. À l'APR, on appelle les militants au respect des choix du président Macky Sall. Ceux qui ne seront pas investis doivent continuer à travailler pour une victoire. C'est l'avis de Maham Diallo, membre du Conseil national des sages de l'APR. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatima Taba. Nous appelons tous les camarades candidats sur les listes de Benno Bokk Yakaar qui n'auront pas été investis finalement de garder le calme, d'éviter les sorties médiatiques inappropriées et les actes de défiance à l'égard du président Macky Sall. Faisons donc confiance au président et laissons-lui le temps et la possibilité d'étudier et de régler l'ensemble des cas qui pourront surgir au lendemain de la publication officielle des listes de candidats aux élections législatives de juillet prochain. Tout le monde ne peut pas être député, c'est certain. Ils ne seront pas 200. Donc, les listes par département, nous avons vu pour 2 personnes, il y a 50, 60. Naturellement, la sélection va se faire et peut être dure. Le plan Sénégal émergent ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations économiques de la femme en Casamance. Ces femmes, qui sont de loin plus démunies que les hommes, devraient bénéficier d'une discrimination positive dans le PSE. C'est en tout cas la position adoptée par la RADDHO lors d'une conférence publique à Ziguinchor. Les propos de Léonie Gomis, coordinatrice de la RADDHO, sont recueillis par notre correspondant Boubacar Diassi. Le PSE offre des opportunités, bien sûr, à tout le monde, au même titre, les hommes que les femmes. On ne va pas dire que le PSE n'offre pas des opportunités, puisque c'est des programmes inclusifs, donc où tout le monde est concerné. Mais comme je l'ai dit tantôt, peut-être que d'autres me contrediront, qu'il n'y a pas de disposition particulière pour les femmes. Et vu le contexte vraiment dans lequel nous sommes, et vu la condition des femmes, s'il n'y a pas de disposition discriminatoire, moi je pense qu'il sera très difficile pour les femmes d'émerger dans cette situation de compétition où les hommes détiennent plus les moyens financiers que les femmes. Donc à mon avis, il faudrait qu'il y ait une discrimination à l'endroit des femmes. Et puis autonomisation des femmes et des jeunes. Le conseil départemental de Louga, après la mise en place du fonds départemental de développement, vient de bénéficier d'un financement de 100 millions de francs CFA. Grâce à cette enveloppe, environ 250 projets devraient être financés dans le département. Pour lancer le programme et procéder à la remise de plusieurs chèques, une cérémonie a été organisée en présence des femmes et des jeunes et des autorités locales. C'est un reportage, il est signé Tiernofal. La cérémonie a été présidée par le gouverneur adjoint chargé du développement qui a procédé au lancement du fonds départemental de développement. Il est de notre devoir aujourd'hui de saluer à sa juste valeur
l'acte que le conseil départemental de Louga vient de poser, car il s'agit non plus de lancer, mais de remettre aujourd'hui des chèques qui vont bénéficier aux femmes et aux jeunes par ce projet appelé FDD, le Fonds départemental de développement, destiné au financement des femmes, des jeunes et de tout autre porteur de projet du département de Louga. Ce fonds est doté d'un financement de 100 millions de francs CFA qui va permettre au conseil départemental de financer à son tour environ 250 projets au niveau du département de Louga. Actuellement, on est prêt à injecter 100 millions de francs. On a commencé les jours à venir. Tous les dépositaires de projets vont recevoir leur projet. Les fonds qui peuvent avoir de 25 000 francs à 1,5 million. On a commencé les jours à venir. On va répéter on va mailler tout le département de Louga. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, toujours dans le cadre de ce programme, le conseil départemental a prévu un lot de 50 motos Jakarta destinés aux conducteurs de moto-taxi. Il y a des jeunes qui veulent travailler mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de Jakarta. Et nous, on est venu pour les appuyer, pour qu'ils puissent avoir leur Jakarta propre, pour qu'ils puissent travailler correctement. Le Fonds départemental de développement a été mis en place par le conseil départemental de Louga depuis 2012. Aujourd'hui, le financement initial est logé au niveau de l'Union financière mutualiste de Louga qui se charge de la mise en œuvre de ce programme. Aider les enfants à faire valoir leurs droits et à défendre leurs intérêts, c'est l'objectif de cette initiative lancée par la Coalition nationale des associations et ONG qui militent en faveur de l'enfant. Ce vendredi, une rencontre d'orientation a été organisée. Au menu des discussions, la charte africaine des droits de l'enfant, Ibou Diouf et Diafaraba. Les experts du comité formulent des recommandations. Impliquer ces jeunes dans la prise en compte des droits de l'enfant dans les politiques et programmes, la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant engage la réflexion. Et on a l'habitude de produire des rapports en tenant compte de l'opinion de l'enfant. Ça veut dire que la société civile produit un seul rapport en y incluant la voix des enfants. Et nous allons jusqu'à Genève ou jusqu'à Addis Abeba pour présenter nos rapports et avec les enfants. Une expérience heureuse nous a orientés avec notre partenaire Save the Children de dire allons-y simplement avec les enfants, qu'eux-mêmes ils produisent des rapports qu'ils soumettent et présentent. C'est ça l'innovation. La valorisation de la démarche d'intervention des enfants nécessite un approfondissement des réflexions des jeunes acteurs pour un meilleur respect des droits de l'homme. Nous avons dit que nous saisissons l'opportunité qu'on va offrir aux enfants afin qu'eux-mêmes ils déclenchent le processus d'élaboration de rapport. Ici, c'est une seule étape. En attendant que l'État puisse déposer son rapport, et nous allons faire une autre étape qui consiste à amener les enfants à aller dans les régions. La CORAF et ses partenaires s'engagent à renforcer les capacités des enfants avec des expériences diverses. À Sédhiou, il y a le problème d'excision et des mariages précoces. C'est ça qui est plus fréquent là-bas. Et c'est contre ça que nous nous battons. Et on a même fait notre plan d'action. Et j'en ai profité pour exposer sur la situation des enfants dans les sites qui est un fléau qui gangrénait vraiment les enfants dans cette région, qui était vraiment un fléau très important. Ces enfants participants se penchent sur la charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant. Ils adopteront une feuille de route qui sera portée par le Conseil consultatif des enfants. Le président directeur général du groupe Futur Média remet plus de 500 pupitres aux écoles publiques de la commune de Joal-Fadiouth. D'après les représentants du ministre conseiller, il s'agissait d'une promesse de Youssou N'Dour. C'était à l'occasion du cinquantenaire de la commune située dans le département de Mbour. Chertidiane Dione et Ibou Cissé. 500 tablements à partager aux écoles primaires et franco-arabes de la commune de Joal-Fadiouth. C'est une façon pour Youssou N'Dour, PDG du groupe Futur Média, de se rappeler de son royaume d'enfance, Joal. Je suis fière de lui parce que toutes ces promesses qui ont été ici dites pendant le jour du cinquantenaire, chose dit et chose fait. Il a donné aux femmes, au groupement des femmes, une somme de 2 millions de francs et les dotations des 500 tables bancs des écoles, estimable à presque 18 millions. Le coût global du matériel didactique est estimé à plusieurs millions de non-francs.
Un tel investissement prouve nettement que l'éducation est un secteur clé pour Youssou Ndour. Ce dont vient appuyer la politique de l'État dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Politique que l'État est en train de mener à travers un vaste programme de construction de salles de classe, coût unitaire de 35 000. Faites le rapport entre 35 000 et 500, vous verrez que ça va tourner autour des 18 millions. Où il a été très sensible, c'est lui-même qui s'est dit « Ah, je vais donner des fournitures à l'ensemble des écoles élémentaires, primaires, préscolaires, un matériel qui puisse être stabilisé et qui puisse s'inscrire dans la durée. » Et c'est pourquoi donc il a changé les fournitures en table-banc. D'après les différents intervenants, l'ancien pensionnaire de l'école Wali Diouf a enlevé une épine des pieds des parents d'élèves de la commune. Il a participé au développement de notre commune. Parce que comme vous le savez autant bien que moi, l'éducation est une compétence transfert. Donc il participe avec des 500 tables bancs à l'éducation des enfants de notre commune, participe au développement de cette même commune. Wali Diouf, oui. Là où il a fait ses études primaires, l'école on a donné à Wali Diouf des tables bancs aussi. Parce que c'est un signe, il a passé par Joal pour faire ses études. Et là vraiment c'est un signe de reconnaissance qu'il a fait pour les gens de Joal. Pour rappel, en février 2016, lors du 50e de la commune, le ministre conseiller avait promis de rendre la monnaie à Joal, une ville qu'il a vu grandir. Bienvenue dans la page des sports qui n'a pas de jingle. On l'ouvre avec du football. Les Lions du Sénégal devront faire sans Sadio Mané et Diao Baldé Keita lors de leurs 2 rencontres prévues les 5 et 10 juin prochains face à l'Ouganda et à la Guinée équatoriale. D'après l'ancienne internationale Lamine Boub, le groupe est capable de pallier ses absences. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Cherti Diao et Younous Diatta. Sans Sadio Mané ni Diao Baldé Keita, au coup sûr, le Sénégal perd de son potentiel offensif. Un véritable casse-tête pour le sélectionneur pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il y a des joueurs qui sont capables de pallier à ces absences. Parce qu'il y a Ismaël Sarr qui est là, il y a Famara Diédhiou qui est là, la Moussasso qui étaient tous à la Coupe d'Afrique et qui ont dû faire un match extraordinaire contre une équipe algérienne qui voulait les battre. Et ces joueurs ont montré qu'ils avaient la taille de l'équipe nationale du Sénégal. Donc je pense que s'ils ont été convoqués, c'était pour être les suppléants de ces joueurs. Maintenant, ces blessures, ça peut arriver à tout un chacun. Doit-on s'attendre à un changement de système avec ces absences? La probabilité est forte. Il y a des possibilités, c'est-à-dire gonfler beaucoup plus le milieu de terrain, faire le jeu avec un seul attaquant et trouver des milieux de couloirs, des milieux capables de garder le ballon. Parce que généralement, une équipe nationale n'a besoin que de 1 ou de 2 attaquants. Donc aujourd'hui, l'option du 4-3-3 dépend maintenant de ce que l'adversaire va amener. Parce que si l'adversaire amène beaucoup de joueurs au milieu de terrain, il serait judicieux de ne pas jouer ce 4-3-3. Avant l'importante rencontre face à la Guinée équatoriale, l'entraîneur aura l'attitude de tester son plan face à l'Ouganda. Ce sera ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Et on reste avec l'équipe nationale du Sénégal. Un nouveau pensionnaire prépare la première journée d'éliminatoire à la CAN 2019. Il s'agit du gardien de but Clément Diop. Il évoque ses qualités, dont son jeu de pied. Il dit également qu'il a été bien accueilli par le reste de l'équipe. Je vous propose de l'écouter tout de suite au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. J'ai été bien intégré, les entraînements sont de qualité, le groupe est de qualité, donc tout se passe pour le moment très bien. Non, je m'attendais juste à trouver un groupe de qualité, donc aujourd'hui je suis venu dans ce groupe avec beaucoup d'humilité, et donc on a de très bons joueurs ici et c'est très bien pour le Sénégal. Mon père, je pense, parce que mon père est d'ici, ma famille est d'ici, donc et je pense qu'ils étaient très contents que je vienne ici. Et je me sens plus de représenter le Sénégal qu'un autre pays à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'attente, tout le monde à mon avis veut jouer, tout le monde veut que le Sénégal fasse une de grande compétition, donc on est tous tournés vers le même objectif, c'est de gagner, peu importe qui joue pas, et puis c'est tout. De la maturité. Beaucoup de maturité, je pense. Ça m'a fait du bien de partir de chez moi et maintenant je suis là-bas et tout se passe bien. Mes qualités et mes défauts, c'est les mêmes. Ça veut dire que c'est beaucoup d'agressivité. Je pense que je prends des risques et donc j'essaie d'être déterminant. Puis c'est tout. Voilà, je suis assez rapide, je suis assez agile sur ma ligne
Et puis je pense que j'ai un bon jeu au pied, donc j'essaie d'aider l'équipe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table. Excellent début de week-end et à demain pour le journal de 20h.